Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous êtes prêts parce que ça y est, cette fois on y est, cette nuit, c'est le play-in. Bulls, Heat, match 9-10 du play-in, troisième année consécutive qu'on affronte Miami en play-in, c'est l'heure de la revanche, voilà, là ce soir ça y est, c'est match élimination, gros enjeu, il y a tout ce qu'on veut voilà, toute la saison elle se joue ce soir. Donc voilà, il faut être prêt ce soir, un peu comme l'équipe, je pense, qui arrive vraiment prête en découdre, qui est sur une bonne dynamique, qui a gagné ses derniers matchs, etc. Donc on va revenir sur les deux derniers, même si en vrai, Washington, à Philadelphie, le dernier match, il n'y avait plus d'enjeu. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'attarder plus que ça sur ces deux matchs-là? Deux équipes déjà en vacances, on a gagné de 30 points à domicile contre Washington, on a gagné de 20 points à Philadelphie 2 jours plus tard alors qu'il n'y avait plus d'enjeu parce que dès le vendredi soir on connaissait le classement entier de la conférence Est du premier au 15e, il n'y avait plus rien qui allait bouger. Euh, donc voilà, c'était deux matchs, il n'y a pas vraiment grand chose sur lesquels véritablement revenir sur ce match-là. Euh, Même si on peut quand même parler du fait que même s'il y avait zéro enjeu sur le dernier match de la saison, donc à Philadelphie dimanche, le staff des Bulls a quand même décidé de garder euh, Kobe, Matas, Vooch, Kevin Huerter sur le parquet, au moins pour la première mi-temps, histoire qu'ils aient quand même quelques minutes et qu'ils ne fassent pas 5 jours consécutifs sans jouer du tout entre le match de vendredi contre Washington et le play-in de ce soir contre Miami. C'est le choix du staff. On peut être d'accord, pas d'accord. Est-ce que ça aurait pas été mieux de reposer des joueurs et pas risquer de les mettre sur le parquet pour pas qu'il y ait de blessures? Heureusement que personne s'est blessé, parce que là, je te raconte pas le scandale. Mais voilà, après, c'est le choix du staff. Et puis les joueurs ont été consultés et ils voulaient jouer de toute façon. Donc euh, voilà, ils ont joué. Ils ont été là pendant la première mi-temps. Philippe, c'était le seul titulaire qui a joué euh, après la mi-temps. Et voilà, au final, ça s'est bien goupillé comme ça. Et justement, si on veut, pour revenir un peu sur ces matchs où tu n'apprends pas grand-chose en termes de tactique, en termes de rotation, etc., parce que c'est les deux derniers de la saison face à des équipes qui servent peu à grand-chose, etc. Mais si tu veux quand même retenir quelques performances individuelles, Julian Phillips, quand même, il faut en parler, parce qu'il a été titulaire sur les deux soirs, parce que Josh Giddey n'était pas là. On va revenir, on fera un point blessure un peu plus tard. Mais donc, Phillips a remplacé Giddey dans le 5 de départ, et les deux matchs, il a été énormissime. On a parlé plusieurs fois cette saison du fait que quand Terry ou quand Phillips sont titulaires, on voit pas grand chose de leur part. Et Terry, on en a parlé il y a pas longtemps. En plus, il était titulaire à Cleveland et ça n'avait pas été fou. Et là, Phillips, par contre, waouh, là, Phillips a été très très fort. Contre Washington, 23 points, 9 rebonds. Les deux, c'est des records en carrière. De l'adresse de loin, des dunks puissants en transition, de la grosse défense comme d'habitude. Il a produit, il a été extrêmement euh, impactant des deux côtés du parquet et il s'est fait plaisir, quoi. Il a soigné un petit peu ses stats. Bon, c'est vrai qu'il y avait pas mal de garbage time aussi dans les deux matchs, donc ça a permis de faire gonfler un peu tout ça. Mais même contre Philly où il a joué la première mi-temps, un peu dans le troisième quart-temps, il n'a pas sorti des statistiques monumentales, mais il avait un impact, voilà, des deux côtés du parquet. Il a fait des choses vraiment, vraiment intéressantes et peut-être qu'il a pris une petite option pour faire partie de la rotation dans les matchs du play-in. Est-ce que ça va suffire à convaincre Donovan de le mettre vraiment dans ce groupe qui va être resserré maintenant pour le play-in? Ça reste à voir parce que bon, on sait que voilà, quand il y a le play-in et ensuite, si jamais il y a play-off, t'as plus des rotations à 10-11 gars, même si Donovan déjà les réduit souvent à 10. Il y a eu quelques matchs quand même assez récemment aussi où on était avec des rotations à 8 gars et les 9 dixièmes qui jouaient, ils jouaient à 5, 6, 7 minutes, pas plus quoi. Donc est-ce que c'est ce qui est réservé à Phillips ou est-ce qu'il va être dans les 6, 7, 8 euh, en sortant de banc qui vont avoir un peu plus de 10, 12 minutes de temps de jeu? Ça reste à voir, mais en tout cas, sur les deux derniers matchs, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a été vraiment très très bon. Donc voilà, juste qu'il poursuive comme ça avec le temps de jeu qu'il aura. Mais en tout cas, lui, il a placé ses pions. Il se présente comme une option intéressante, sachant qu'on n'a pas beaucoup de scoreurs en sortie de banc non plus. Donc
Ça peut être intéressant pour le match déjà ce soir contre Miami. Et après, on verra en fonction de si ça va plus loin ou pas. Un autre gars qui s'est montré très à son avantage sur ces deux derniers matchs de saison régulière, mais aussi depuis déjà un petit moment, parce que ça fait un petit moment quand même qui, qui montre qu'il est là tous les soirs, c'est Matas Bouzelis. Un petit peu la même chose que Phillips d'ailleurs, avec de l'adresse à 3 points, avec des dunks puissants en transition, avec une défense énergique, de la présence au rebond, etc. Euh, Sa fin de saison dans son ensemble, pas juste les deux derniers matchs, mais voilà. Par exemple, tu prends le mois d'avril, bon, ça fait que 7 matchs, c'est pas un énorme échantillon, mais il shoot à 54,8% au shoot, il a 50% à 3 points, il finit en menant l'équipe au contre avec 75 et en étant le joueur qui a joué le plus de matchs. C'est le seul joueur de l'équipe qui a joué 80 matchs. Donc au final, même s'il y en a quelques-uns tôt dans la saison où il jouait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, au final il a loupé que 2 matchs cette saison, Matas Bouzelis, et il y a une vraie montée en puissance de sa part sur les 2, 3 dernières semaines et j'ai vraiment hâte de le voir en play-in. C'est vraiment un des joueurs qui va être le plus intéressant à suivre dans notre équipe parce que voilà, on l'a jamais vu à ce niveau-là. On va voir ce qu'il est capable de faire. Il va être titulaire. Euh, donc voilà, c'est sur ces matchs-là qu'on veut voir ce genre de joueur. Les matchs à enjeu, les matchs à élimination, les matchs où il y a un truc à aller chercher au bout, voir comment tu te comportes si la fin de match est serrée, est-ce que tu craques, est-ce que tu restes concentré, est-ce que tu vois. On a vu certaines fins de match dernièrement, et justement contre Miami la semaine dernière, Matas il a rentré un énorme panier à 3 points dans la dernière minute, et tu sens qu'il a ce caractère qui fait que quand il y a ce genre de pression, d'intensité, lui il est là, il fait, il aime bien ça, tu vois, il aime bien ça. Et ça va être super intéressant à voir dès ce soir contre Miami. Donc j'espère, ça fait partie des joueurs pour qui j'espère qu'on ira plus loin que ça, plus loin que ce soir, pour continuer à emmagasiner de l'expérience. Mais je vais revenir sur ça aussi un peu plus tard. D'autres joueurs qui se sont montrés intéressants, Jalen Smith, on peut en parler aussi, qui jouait pas trop sur les dernières semaines et qui a eu un peu plus de temps de jeu sur la fin, parce que voilà, on a fait un petit peu des tests un peu différents et qui a fait son taf comme d'habitude, qui était productif. Il a signé un gros double-double, je crois que c'est à Philadelphie où il met un double-double. Voilà, de l'adresse à 3 points, de l'attaque du cercle, de la défense aussi. On l'a vu, voilà. Ce qu'on a vu plus tôt dans la saison de sa part. Et là, il a refait exactement la même chose. Donc lui aussi, il va être intéressant, notamment sur certains match-ups ce soir avec Miami, où peut-être qu'on verra Collins et Vooch associés, ou Smith et Vooch associés, voire même Collins et Smith, va savoir parfois sur Adebayo et Kelly Ware, on verra un peu. On va parler de tout ça un petit peu plus tard. Et un autre gars sur qui il faut revenir aussi, c'est Kevin Huerter, qui a été excellent, mais excellent sur le dernier match. Là, à Philly, il rentre ses 5 premiers shoots à 3 points, il finit à 5 sur 7 à 3 points. Que ce soit catch and shoot, sortie de dribble ou d'écran, pull-up, boom boom, il a rentré énormément de shoots. Ah, et ce qui est intéressant aussi, surtout avec lui, c'est les cuts, c'est les mouvements incessants, le jeu sans ballon, toujours proposer une solution, jamais rester là dans son coin à attendre que ça se passe, pou, 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 je vais à droite, je vais à gauche, il y a tout le temps un truc. Et il est très très précieux pour ça, aussi pour son placement défensif, pour ses rebonds, etc. C'est un peu on parle souvent du unsung hero, le mec qui fait plein de trucs mais on n'en parle jamais. Et Kevin Harter, il est un peu comme ça. Et c'est pour ça que je pense qu'il va être je le vois comme un facteur X pour le match de ce soir. Donc, ouais, c'est ça, pareil, on va revenir. T'as les Norton Tucker aussi, tu peux en parler, parce qu'il a profité de ses minutes pour produire, un peu comme en début de saison où quand on avait des blessés, le mec il rentrait, il jouait 20 minutes, il mettait 15 points, il attaquait le cercle. Et, euh, et ça, c'est un truc qui va être intéressant pour lui, parce qu'il met beaucoup de points en allant provoquer des lancers francs et en rentrant ses lancers francs aussi. Et on sait que dans les matchs de play-in, de play-off, où tu as peut-être le rythme qui diminue un peu, tu as moins de possession, ça va moins à 200 à l'heure, c'est bien d'avoir un gars, et encore plus en sortie de banc, capable d'aller gratter 4, 5, 6 lancers francs, d'aller provoquer des fautes chez les adversaires. Tu vois, si tu arrives à mettre Adebayo à 3 fautes à la mi-temps, déjà tu te mets un peu mieux pour la suite. Ce genre de petits détails, tu vois, qui aident à faire la différence, quoi. Donc voilà, il y a pas mal de petites perfs sympas qui ont été intéressantes à suivre sur les deux derniers matchs quand même. Et ça vient principalement de jeunes joueurs. Et c'est un peu là où je veux en venir avec le fait que, comme je l'ai dit sur Twitter ces derniers jours, on a le même bilan que l'an dernier, 39 victoires, 43 défaites. Le même classement, parce qu'on a fini 9e l'an dernier, pareil cette fois-ci. Et par contre, bien meilleures vibes autour de l'équipe.
parce qu'à la même époque, l'an dernier, tu avais DeRozan, tu avais Zach LaVine, tu avais Caruso, et tu te disais, voilà, 9e place, 39-43, c'est le max qu'on peut faire avec cette équipe. On ne peut pas envisager vraiment aller beaucoup plus haut. Les mecs, ils ont tout donné toute la saison, ils ont cravaché comme des dingues, on avait débuté salement, et on est bien remonté, et c'est le max qu'on peut faire, c'est aller 9e. Alors que là, tu finis 9e avec ce groupe-là, avec un Matas qui va monter en puissance au fil des années, avec Guidi qui va continuer sa progression, avec Ayo Dosunmu, avec Kobe White, avec Philippe Steri, etc. Tu te dis, il y a une marge de progression. Peut-être que l'année prochaine, avec cette équipe-là sur toute la saison, avec Kobe libéré comme il est depuis un mois et demi, avec Guidi qui continue de progresser, avec Kevin Huerter qui serait là sur toute la saison s'il n'est pas tradé, peut-être que tu peux viser bien plus haut que ça. Peut-être que tu peux aller en play-in, mais genre 7ème, ou peut-être que tu peux lutter pour grimper dans le top 6, ce qui sera pas évident. Je dis pas qu'on va le faire, mais si on est à la lutte pour faire ça et qu'au final tu finis 7-8, bon, voilà, mais pourquoi pas. Au moins, tu as des perspectives d'avenir qui sont un peu plus intéressantes qu'il y a un an où tu te disais, bon, bah là, on peut pas faire mieux que ça, quoi. Donc voilà, il y a déjà une vibe qui est quand même assez différente à ce niveau-là et c'est plutôt intéressant. Et puis dans la manière de jouer aussi. L'an dernier, on était le dernier pace de la ligue, on était l'équipe qui jouait le plus lentement. Et là, on est passé deuxième. On est passé de 30e à deuxième. Le changement, il est radical, quoi. Et on a établi des records de franchise cette saison aux points inscrits, aux passes décisives, aux 3 points inscrits aussi. Euh, donc voilà, on est vraiment passé d'un extrême à l'autre dans notre manière de jouer. Et c'est pas, comme je le disais dans une vidéo récente quand on parlait de Billy Donovan et de son intronisation au Hall of Fame, c'est pas évident de faire ça en si peu de temps. Parce que dès le début de la saison, on est parti à fond les ballons, on a joué sur un rythme infernal et on a totalement modifié notre manière de jouer sur le plan offensif et défensif aussi pour le coup. Et, euh, et c'est pas facile à faire en si peu de temps, quoi. Donc c'est quand même une sacrée performance, mine de rien, qui est à mettre à son crédit, au staff, etc. Est-ce que ce sera suffisant pour le play-in de ce soir? On va voir. On a mis un sweep au Miami Heat cette saison, 3-0 en saison régulière. Les 2 premiers matchs où on a remonté des retards dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer sur la fin. Le troisième, la semaine dernière, avec beaucoup de gros shoots en fin de match, on l'a dit avec Matas Bouzelis. Et puis un excellent Josh Giddey qui aura quand même réalisé 2 triples-doubles cette année face au Heat. Mais on sait qu'en playoff et en play-in, le pace diminue, le rythme diminue, comme on l'a déjà dit, et il est clair et net que Eric Spoelstra, grand stratège qu'il est, va mettre un plan en place pour freiner les Bulls au maximum. La semaine dernière, le Heat avait pas mal joué en défense de zone, euh, mais on a assez rapidement su s'adapter à ça en proposant du mouvement permanent avec des cuts. On a vu dans le deuxième quart-temps la semaine dernière, Kevin Huerter, Josh Giddey qui multipliaient les lay-ups au cercle après les cuts. Et je pense que Miami va retenter de la zone par moment dans ce match-là, mais si on arrive à, comme on l'a fait la semaine dernière, à s'adapter rapidement et à proposer du mouvement en permanence pour battre ça devrait pas trop poser de problème. Euh, Miami avait aussi ciblé Kobe White la semaine dernière, il avait un peu isolé des autres avec des prises à 2 hautes et Kobe avait shooté à 5 sur 14. Et les rares paniers qu'il avait inscrits, notamment dans le quatrième quart-temps, c'était des shoots très difficiles où il était quand même bien gardé. Donc euh, à voir si le Heat va établir le même plan cette fois-ci. Ceci dit, quand ils ont fait ça la semaine dernière, les autres ont profité des espaces que ça a engendré. Encore une fois, plein de paniers au cercle avec Gilly, avec Hurter, avec Vucevic aussi, des gros shoots de Matas avec son dagger, etc. Donc les titulaires avaient fait le taf pour compenser le fait que Kobe était un peu en difficulté, bien gardé par Miami. Le banc avait un peu moins été productif et on va quand même avoir besoin d'un banc qui apporte plus que ce qui avait été le cas sur ce match contre Miami la semaine dernière. Euh, En espérant que Billy Donovan fasse plus confiance à Phillips, à Talen Horton-Tucker ou à Smith qu'à Patrick Williams, quoi. Parce que bon, Patrick Williams, voilà, on va pas revenir encore une fois dessus, mais enfin, c'est quand même pas non plus très glorieux ce qu'on a vu de Patrick Williams dernièrement. Et puis, du côté du hit, tu sais que le banc, t'as des mecs qui peuvent prendre feu à tout moment. Duncan Robinson, il est capable de rentrer et mettre 4 paniers à 3 points comme ça en claquant des doigts. Jacques aussi, il peut apporter des trucs. Rosier, il est toujours capable de planter un shoot par-ci par-là. Donc, il va falloir faire les bons choix en termes de rotation, voir qui va sortir du banc, à quel moment, etc. Comme je disais, on va peut-être associer 2 intérieurs, soit Vooch et Collins, ou Vooch et Smith, ou Smith et Collins, face
face à Adebayo et Kelly Ware. Donc voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais de toute façon, sur les matchs à élimination, ça joue souvent sur des détails de toute façon, hein. Mais en tout cas, je pense que le banc aura un impact non négligeable sur le résultat de ce match, tout comme le fait, et ça c'est clair et net, il va falloir limiter les pertes de balles au maximum, ce qu'on n'a pas vraiment été capable de faire sur les derniers matchs. Et ça va vraiment être un truc très 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 important. J'ai l'impression que sur les 2 3 dernières semaines de la saison régulière, on a balancé des ballons dans tous les sens. Et si sur, mettons, 15 16 17 ballons perdus, t'en avais facile 3 4 qui étaient largement évitables. C'était des passes en tribune, c'était des trucs téléphonés directement dans les mains de l'adversaire et trucs. Si tu arrives déjà à éviter ça, à y réduire au max, tu te donnes quand même une meilleure chance. Et après, il faudra aller mettre, de notre côté, il faudra aller mettre les points en transition. Parce que c'est là qu'on a une bonne chance de faire la différence aussi. Je pense vraiment que sur ce match-là, comme j'ai dit tout à l'heure, le facteur X, ça peut être Kevin Harter. Par ses mouvements en permanence, par ses cuts. Voilà, si Miami met de la zone, lui, il va, hop, hop, il va bouger, il va s'intercaler dans les espaces et il va trouver le chemin du cercle. Donc, et puis son adresse de loin. Et là, et c'est pour ça aussi que lui a dit qu'il voulait jouer le dernier match de la saison, pour maintenir son rythme. Et tu le vois, à Philadelphie, il commence le match à 5 sur 5 à 3 points, sur des shoots pas toujours évidents, quoi. Donc, Kevin Huerter, je le sens en forme en ce moment, depuis plusieurs bonnes semaines quand même. Et ouais, je le vois vraiment en facteur X parce qu'il est capable d'emmerder la défense de Miami par toute son activité. Donc, c'est vraiment quelqu'un sur qui je compte beaucoup sur le match de ce soir. Josh Giddey sera là. On l'a dit, il a loupé les 2 derniers matchs. Il a un souci à la main droite. C'est plus apparemment un muscle à l'intérieur de la main. Et, et il a pas joué depuis justement Miami mercredi dernier quand il avait signé son triple-double. Et il sera hyper, hyper, hyper important pour nos chances de progression. Donc heureusement qu'il sera là. Euh, Pas de Trey Jones qui portait toujours une botte de protection là sur les derniers matchs. Donc ça va être trop juste pour lui pour qu'il revienne à un moment donné cette saison. Tandis que Lonzo Ball, selon Billy Donovan, mais bon, hein, il pourrait faire son retour en cas de série de playoffs contre Cleveland. Le play-in, c'est un peu trop tôt pour lui. Les playoffs, apparemment, ce serait une possibilité. Mais bon, ça fait 3 semaines qu'on nous dit oh, Lonzo Ball, c'est bientôt, c'est machin, hein, et toujours rien. Donc, Lonzo Ball, il a loupé les 22 derniers matchs de saison régulière. Donc, hein, on va pas non plus faire trop de plans là-dessus. On va pas trop miser sur ça parce que il y a quand même de bonnes chances qu'on soit déçu. Et donc, en cas de victoire cette nuit contre Miami, vendredi, c'est direction Atlanta qui a perdu cette nuit à Orlando de 25 points. Donc on aura le temps, si d'aventure on joue à Atlanta vendredi, de faire une vidéo à ce moment-là pour décortiquer un petit peu les forces, les faiblesses, les points faibles sur lesquels on peut appuyer, etc. Occupons-nous déjà de ce soir. Mais ensuite, juste pour être complet en termes de calendrier, si d'aventure on se qualifie à Atlanta vendredi soir, dès dimanche, c'est à Cleveland le match 1. Donc Miami, Atlanta et possiblement Cleveland en termes de récompense. Et franchement, pour ce jeune groupe, j'espère qu'on va le faire et je pense que ce serait super pour plein de gars dans cette équipe d'aller en playoff et d'apprendre un peu. Voilà, vivre des matchs à haute intensité, à enjeu, voir ce que c'est d'être en playoff quand la manière de jouer est différente, quand ça joue plus physique, quand il y a moins de rythme, etc. S'adapter et voir comment tu réponds. Voilà, des matchs comme ça pour Phillips, pour Terry, comme Matas Mouzelis aussi, c'est important d'avoir une idée de ce que c'est que le niveau requis pour être dans ces matchs-là, quoi. Et, et je pense que c'est quand même bien mieux que si il n'y avait pas de play-in et que il y a un mois de ça, on aurait dit bon bah la saison elle est foutue, on est à la 10e place, on va pas monter et on bazarde la fin et après tu as une sorte de décompression naturelle parce que ça devient un peu la routine, tu dis bon bah voilà on va finir la saison, il reste 4 matchs et puis on termine. Là, tu sais pas si tu vas jouer 2 jours plus tard, tu es obligé d'être à fond. Et si tu veux continuer, voilà, tu es obligé d'être concentré, d'être focalisé, ça demande un truc de tous les instants. Et ça permet de voir, voilà, justement, comment les mecs vont réagir, comment ils vont s'adapter à ça, est-ce qu'ils vont être capables de, de se sublimer pour ça, ou est-ce qu'ils vont craquer sous l'enjeu. Et voilà, ça va être aussi un des enjeux de ce play-in, et puis d'aventure du play-off s'il y en a un. Mais le joueur pour qui je pense que ce serait le top d'aller en play-off, c'est Josh Giddey.
Parce que voilà, on sait très bien, on se rappelle de ce qui s'est passé l'an dernier avec OKC, où pendant les playoffs, il a été un peu mis de côté, sorti de la rotation, etc. S'il y retourne cette année, si d'aventure on se qualifie et qu'on débute une série de playoffs à Cleveland dimanche, même s'il dure que 4 matchs la série, il aura à cœur d'y être et d'être impactant et de briller pour montrer que en playoff il est capable de performer. Et puis voilà, dans les négociations pour un futur contrat, ça aide aussi. Parce que tu auras vu ton joueur dans ce genre de situation-là et tu te dis, voilà, j'ai été convaincu par ce qu'il a montré, ou non, ça dépend ce qu'il va montrer évidemment, mais tu te dis, ouais, c'est un plus, c'est un plus, parce qu'en saison régulière, ok, très bien, c'est une chose, les playoffs, c'est un autre animal, et si tu as, même si c'est que 4 matchs, un petit échantillon de, voilà, Josh Giddey, on a joué que 4 matchs face aux Cavs, mais il a été excellent sur cette série, voilà, tu te dis, ça peut aider encore plus à justifier le gros contrat que tu vas lui filer cet été, quoi. Donc, voilà, ce serait une bonne chose pour lui, comme pour plein d'autres jeunes, qu'on soit capable d'accrocher ces playoffs. Mais bon, on va voir ça. Déjà, ce soir, Miami, 1h30 du matin, live tweet. Donc, je serai là. Soyez là avec moi. On va vivre ça ensemble. Et donc, c'est la troisième année de suite qu'on les joue. Donc, j'espère que la troisième fois sera la bonne, hein, et qu'on sera capable d'éliminer cette équipe et ensuite aller à Atlanta vendredi et poursuivre l'aventure le plus longtemps possible, quoi. C'est l'heure de la revanche. Ce soir, c'est la revanche. Il faut aller dans ce match-là en se disant, voilà. Et peut-être qu'un mec comme Vooch, qui a vécu les 2 dernières saisons, bon, Patrick Williams, bon, je pense pas, parce que lui s'en fout un petit peu, mais peut-être que Vooch, il va dire, avant le match, il va dire, oh les gars, moi ça fait 2 ans que je me fais sortir par le hit en play-in, j'en ai un peu plein le cul cette fois-ci, et c'est à nous d'y aller, de les démonter. Il faudra éviter les débuts de match où on met 4-5 minutes avant de se mettre en jambes, etc. Là, d'entrée, costaud, on lâche rien, et Miami va faire des runs. Faut pas paniquer, faut rester serein, concentré, jouer notre jeu, jouer à fond la caisse, empêcher Miami de vouloir voilà, ralentir le jeu, provoquer 50 000 lancers francs. Nous, on doit jouer à fond, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on sait jouer de toute façon. Et profiter des moindres espaces, profiter des transitions, et ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je suis quand même confiant. Je suis confiant qu'on va le faire. On va le faire. On va se retrouver vendredi à faire une vidéo pour dire, voilà, ce soir on est à Atlanta, on va faire ci, on va faire ça. Ok? On se retrouve vendredi et on parle du match contre Atlanta du soir même. Ça marche? Allez, à très bientôt et go Bulls. Allez, ciao.